Hey, salut à tous, aujourd'hui encore on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Je voulais vous parler plus spécifiquement des Acromyrmex octospinosus. Donc c'est une espèce de fourmi coupeuse de feuilles comme certains d'entre vous le savent déjà. Alors les fourmis coupeuses de feuilles, c'est des fourmis qui font rêver pas mal de passionnés parce que c'est un peu le Graal. C'est quand même une des espèces les plus ludiques à maintenir au niveau de l'observation, puisqu'on peut voir les fourmis qui font découper le feuillage évidemment dans l'aire de récolte, transférer les petits morceaux de feuilles, de pétales et autres à travers les tubes transparents vers le nid et transformer tout ça en compost, si on veut, pour simplifier. Donc en une sorte de compost pour nourrir le champignon dont elles se nourrissent exclusivement. Alors évidemment, le maintien de ces fourmis va demander des conditions un petit peu particulières qu'il faudra être sûr de maintenir avant d'acquérir la colonie et avant de se lancer là-dedans. Donc un des premiers points dont j'aimerais discuter et sur lequel beaucoup de débutants vont rencontrer des problèmes, c'est l'hygrométrie au niveau de la salle de culture du champignon. Ça, c'est vraiment le point prioritaire pour dire d'avoir une colonie qui se développe bien. Alors, que va demander le champignon? Il va demander une hygrométrie très importante, de l'ordre de 90-95% d'humidité ambiante et une température idéale aux alentours de 24-25 degrés. Si elle ne coupe pas, on peut éventuellement monter d'1 ou 2 degrés, donc passer à 25-26 degrés. Mais en maintenant ces conditions-là, normalement, on va avoir une découpe qui est assez régulière. Au début, ce sera la nuit. Chaque nuit, elles vont couper un petit peu. Et progressivement, au fur et à mesure que la colonie va se développer, la période de découpe va évidemment augmenter et elles vont finir par découper 24 heures sur 24 avec des heures de pointe évidemment, mais elles vont finir par couper en permanence et on va avoir alors un flux continu d'ouvrières chargées de feuillage et de morceaux de fleurs qui rentrent de l'aire de récolte vers le nid, et c'est ce qui fait un peu toute la beauté des colonies d'Acromyrmex en captivité. Donc ce qu'il faut faire au départ, c'est bien comprendre qu'il faut limiter le volume autour du champignon. Dans la nature, quand une jeune reine va fonder sa colonie, elle va creuser une toute petite chambre dans laquelle elle va pouvoir développer sa bouture de champignons. Cette chambre va se développer en même temps que le champignon se développe. Donc au fur et à mesure que le champignon grandit, les fourmis vont évidemment creuser un petit peu autour du champignon et évacuer les déblais, ce qui fait que le champignon est toujours dans une chambre sur mesure. Et comme il est dans une chambre sur mesure, il ne va pas dessécher trop rapidement. C'est là qu'on a en général un problème en captivité. Souvent, on se retrouve avec un tout petit champignon quand on achète la colonie, qui est disposé dans une très grande chambre. Et ça, c'est un problème dramatique pour les fourmis, parce que même en ramenant les quelques végétaux que les premières ouvrières sauront ramener chaque jour, elles n'arriveront pas à maintenir une humidité suffisante dans le nid. Et alors le champignon se dessèche, arrête de pousser évidemment, la découpe s'arrête et au final le champignon meurt. Donc il faut absolument faire croître le volume progressivement. En même temps que votre colonie se développe, on va progressivement faire croître le volume autour du champignon. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit vous partez sur un module comme ceux que j'ai présentés dans les vidéos précédentes, et on va faire quelques gros plans pour exposer ceci.
Ça, c'est la première solution pour limiter le volume autour du champignon, c'est la perlite. Alors ceux qui achètent une colonie chez moi, déjà quand vous recevez la colonie, en général elle est dans une petite boîte. On va vous faire un plan là-dessus. Voilà, je peux en prendre une ici. Voilà, donc, juste derrière moi, c'est la batterie d'élevage. Et quand vous les recevez, on va essayer de faire un plan là-dessus. Tu me dis quand tu as un bon plan. Ok, voilà. Donc, vous pouvez évidemment, dans un premier temps, utiliser cette petite boîte-ci comme boîte d'élevage et sans problème l'utiliser jusqu'à ce que le champignon remplisse complètement ce module de fondation avant de le transférer dans un volume plus grand. Alors vous voyez ici, je mets simplement une petite réserve de nourriture sous forme de petites gamelles au-dessus qui est changée régulièrement. Bon, évidemment, ça c'est une solution qui n'est pas spécialement la plus esthétique au niveau de l'exposition, mais moi ça me permet surtout d'un niveau pratique d'alimenter rapidement, facilement un grand nombre de colonies, puisque ces petits pots de feuillage vont être remplacés environ tous les 2-3 jours. Tous les 2-3 jours, je fais une récolte de végétaux frais. Alors en hiver c'est moins varié, mais maintenant j'essaie de leur faire une grosse salade. En gros, pour l'instant je leur donne du chêne, du troène, du framboisier. Il y a les fleurs de lilas qui sont disponibles. Certains vont trouver des fleurs de rhododendron dans leur jardin. Qu'est-ce qu'on peut donner encore? Tout ce qui est aubépine, elles aiment beaucoup en général. Pommiers, poiriers, les fleurs de cerisier du Japon sont bien consommées. Donc là, n'hésitez pas, vous pouvez en gros tester tous les végétaux disponibles, donc feuilles, fleurs et fruits. La seule condition, le seul point à surveiller, et là il faut vraiment être très 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 vigilant là-dessus, c'est qu'il faut être certain à du 2000% que ces végétaux n'aient jamais été en contact avec un produit phytopharmaceutique. Donc là faites attention par rapport à tout ce que vous trouvez dans le commerce. Ne jamais utiliser de roses qui viennent d'un fleuriste, même si votre fleuriste vous dit que c'est bio. J'ai travaillé longtemps dans l'horticulture, franchement des roses bio chez le fleuriste, j'ai des très 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 gros doutes. On ne va pas rentrer sur ce sujet-là, mais ça c'est autre chose. Et dans certains cas, les fruits et légumes avec une appellation bio en grande surface peuvent malgré tout être traités avec des produits qui ne sont pas forcément chimiques, mais qui sont malgré tout des fongicides. Je pense notamment à ce qu'on appelle traditionnellement la bouillie bordelaise, qui est un fongicide plus ou moins naturel, qui est très souvent utilisé dans le jardinage. Donc celui-là peut être utilisé en culture bio par exemple, mais même s'il est utilisé en culture bio, s'il y a des traces de bouillie bordelaise, donc surtout de cuivre, sur les légumes que vous utilisez, cela peut être fatal à votre champignon. Donc soyez certain, surtout c'est la grosse condition, que vos végétaux n'aient pas été contaminés par du phytopharmaceutique. C'est un point qui cause très souvent, plus souvent qu'on ne le pense, en fait, la mortalité des colonies. Donc essayez de récolter soit dans votre jardin, si vous êtes certain que ni vos proches ni vous n'utilisez de produits phyto. Attention aussi, si votre jardin est dans une zone de culture, si à côté de votre jardin vous avez un champ de patates et que dans le champ de patates le fermier passe tous les 15 jours avec son gros pulvérisateur, vous devez considérer que votre jardin a été pulvérisé par le fermier en même temps que le champ d'à côté. Parce que ce sont des micro-gouttes qui sont pulvérisées. Pour le peu qu'il y ait un peu de vent, ça se dépose à plusieurs mètres aux alentours. Donc les végétaux chez vous pourraient être contaminés par la pulvérisation d'un agriculteur voisin. Donc faites attention là aussi où vous récoltez. Personnellement, je récolte principalement en forêt, parce que les forêts, là on est sûr qu'on n'a pas de pulvérisation. Et dans mon jardin, parce que bon, j'ai la chance d'avoir un grand jardin et d'habiter tout près de la forêt, donc évidemment ça aide par rapport aux éleveurs qui seraient plutôt dans des conditions citadines. Mais là au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de zone de culture proche et on n'a pas de pulvérisation d'aucune sorte que ce soit. Et ça c'est vraiment un point très important. Donc, je vais remettre cette colonne ici en place. Alors, je suis un peu limité aujourd'hui avec le fil parce que mon micro habituel ne fonctionne plus, donc j'ai pris le casque. Voilà. Alors comme vous le voyez et vous l'entendez aussi, toute l'unité d'élevage ici derrière moi fonctionne avec de l'eau. Alors l'eau ici a plusieurs rôles. Elle va avoir premièrement un rôle de barrière, puisque je maintiens beaucoup de colonies sur un petit espace. Donc l'eau évite évidemment d'avoir que les colonies ne se mélangent entre elles et qu'elles ne passent chacune d'un îlot à l'autre, puisqu'en fait chaque colonie va être disposée sur un îlot si on veut.
Et le second effet de ce fonctionnement à l'eau, c'est que je vais chauffer l'ensemble avec du chauffage aquarium. Donc c'est de l'eau entre guillemets chaude qui circule. Et du coup, j'ai en permanence la bonne température et la bonne hygrométrie qui est maintenue dans le volume d'élevage. C'est une très très bonne solution donc de travailler dans un volume fermé et de chauffer avec l'eau pour maintenir les conditions idéales pour cultiver élever votre colonie d'élevage. Alors vous pouvez reproduire ça de manière assez facile chez vous. Simplement en utilisant par exemple une armoire en plastique, donc des armoires en plastique de rangement qu'on trouve pour quelques dizaines d'euros en magasin de bricolage. Vous mettez un réservoir d'eau, un chauffage aquarium. Votre chauffage aquarium, vous le mettez à 25-26 degrés. Et vous savez que dans votre armoire, vous allez toujours avoir vos 25-26 degrés et une hygrométrie à saturation. Donc dans l'armoire, on dispose les petits modules à champignons et au-dessus de l'armoire, on va pouvoir mettre une ou plusieurs aires de récolte. Et là, on est sûr, même si on ouvre la fenêtre pour quelques heures ou autres dans la pièce, qu'au niveau des chambres de culture, on a une température qui est stable, une hygrométrie qui est stable et on n'a aucun problème au niveau des conditions. Si ça se rafraîchit ou que ça réchauffe un peu plus au niveau de l'aire de récolte, c'est pas grave. On peut, si jamais la température descendrait trop parce qu'on aère la pièce et qu'on descend éventuellement en dessous de 15 degrés dans la pièce, le temps d'aérer un petit peu, l'activité dans l'aire de récolte va diminuer. C'est pas dramatique tant que la partie champignon, elle, est dans des conditions stables. Pareil, si en été, au niveau de l'aire de récolte, la température augmente, on va passer parfois à 30 degrés, voire plus dans certaines habitations en période de canicule. Si ce n'est que dans la partie aire de récolte, c'est pas un problème. Par contre, dans la partie champignons, là, il faut absolument essayer de garder un microclimat idéal pour cultiver votre champignon. Et c'est là la clé pour réussir avec ce genre d'espèces en élevage. Donc, essayez de penser à une disposition de vos modules pour qu'ils soient, par exemple, dans un terrarium avec un fond d'eau et un chauffage. Donc vous avez de nouveau le système volume fermé, chauffé à l'eau et donc aucun problème d'hygrométrie. De plus, l'eau va là aussi jouer le rôle de barrière anti-évasion. Ou alors dans une armoire fermée qui peut être vitrée ou une armoire en plastique, une simple armoire en plastique. Vous allez trouver ça sur n'importe quel site de vente en ligne ou en magasin de bricolage, donc dans laquelle vous maintiendrez la température et l'hygrométrie idéale. Ce type d'armoire peut vous servir aussi, puisqu'en général vous n'élevez pas que des coupeuses de feuilles, à éventuellement maintenir dans de bonnes conditions d'autres petites fondations d'espèces tropicales. Donc c'est une petite installation facile et pas chère pour pas mal d'éleveurs d'insectes et arthropodes tropicaux, ça peut toujours servir. C'est le principe un peu de la couveuse, mais en version plus grande. Donc ça c'est pour ce qui est des conditions d'hygrométrie. Alors l'autre solution dont on parle souvent aussi sur les groupes de discussion et autres, c'est de travailler alors non pas avec un substrat que les fourmis vont creuser autour du champignon, mais avec un système de cloches, donc comme une cloche à fromage. On va utiliser un petit récipient en plastique transparent en général, dans lequel on va creuser un trou que l'on retourne au-dessus du champignon comme une cloche à fromage, et comme ça le champignon sera là encore dans un volume réduit. Au fur et à mesure de la croissance du champignon, on changera la cloche utilisée pour pouvoir permettre un développement de celui-ci. Et une fois que le champignon a atteint un volume suffisant, moi j'estime que quand le champignon fait 60-70% du volume total dans lequel il est placé, on peut considérer que les fourmis sont suffisamment nombreuses et peuvent entretenir d'elles-mêmes l'hygrométrie. Tant que le champignon ne fait pas 60-70%, et ça c'est une règle qui est assez importante à retenir, donc je répète, tant que votre champignon ne fait pas 60-70%, 70% pour les Français, parce que parfois ils ont du mal à faire la conversion, donc 60 à 70% pour les Français, du volume total de votre chambre, vous devez surveiller l'hygrométrie. Une fois que votre champignon dépasse ce volume, vous pouvez considérer qu'en général, l'activité des fourmis sera suffisante. Donc le fait qu'elles apportent des végétaux frais dans la chambre va suffire à maintenir l'hygrométrie suffisante.
Alors c'est surtout au départ pour remplir votre premier module, que ce soit une boîte faite maison, un module de chez nous ou alors un cylindre ou que sais-je encore. Bon, il y a plusieurs solutions disponibles dans le commerce. Une fois que votre premier module est complètement rempli, là en général il n'y a plus trop de soucis à se faire. La colonie est en général suffisamment nombreuse pour démarrer un nouveau champignon, même dans un module qui serait totalement sec et totalement vide à côté. Elles vont tellement s'acharner dessus, elles vont ramener des morceaux du premier champignon, elles vont augmenter l'activité de découpe sur cette nouvelle bouture de champignons et très vite, en quelques jours, il va prendre beaucoup de volume. La phase critique est toujours le premier volume, donc remplir votre premier module, c'est vraiment les 6 premiers mois, voire la première année où vous maintenez votre colonie de coupeuses de feuilles, que ce soit des Acromyrmex octospinosus, des Attacéphalotes ou toute autre espèce de coupeuse de feuilles. C'est vraiment la phase critique pour l'élevage de votre colonie. Après cette période, ce sera surtout de la gestion de population, de la gestion de volume. Donc ce qu'il faudra faire, c'est prévoir une installation qui sera entre guillemets extensible et sur laquelle on pourra à chaque fois rajouter des petits modules pour pouvoir laisser la colonie se développer pleinement. Alors se développer pleinement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une colonie d'Acromyrmex adulte qui sera maintenue en captivité depuis 4 ou 5 ans, vous pouvez vous attendre à un volume de champignons minimum de l'ordre de 30 à 50 litres assez facilement. Donc 30 à 50 litres, ça représente déjà quelques modules. Si on part sur une colonie de Atta, là on a des volumes qui sont beaucoup plus importants. On peut, sur une colonie de 5 ans, on pourrait avoir un ensemble de meules de champignons qui dépassent allègrement le mètre cube. Ce qui veut dire aussi au niveau alimentation en végétaux, j'ai déjà maintenu des grosses colonies ici, des colonies pendant une colonie de 3 ans. Il faut compter qu'on amène assez facilement l'équivalent d'1 mètre cube de feuillage par semaine. Donc je dis bien de feuillage sans les branches, hein. C'est que les feuilles sans les branches, rien du tout. Il faut compter 1 mètre cube de feuillage frais par semaine. Donc c'est évidemment quelque chose d'assez conséquent, c'est quelque chose qui doit être réfléchi. Si vous habitez au 15e étage, en plein centre de Paris, de Bruxelles ou autre, réfléchissez bien quand même à l'approvisionnement d'une telle colonie. Ça équivaut un peu à tenir une tête de bétail dans votre appartement. Donc c'est pas non plus quelque chose qui est donné à tout le monde. Pour ma part, je pense et je reste convaincu que la meilleure des espèces à maintenir en captivité chez un particulier, donc chez vous, ça reste les Acromyrmex octospinosus. Les Attacéphalotes sont évidemment fascinantes et un peu plus spectaculaires de par leur taille, mais elles prennent des proportions telles que pour moi c'est une espèce qui est plutôt destinée aux zoos, musées ou des institutions qui sauront premièrement offrir la place nécessaire parce que ça implique beaucoup de place, le budget parce que forcément si vous voulez développer une énorme colonie, une méga colonie comme celle-là, il faudra installer des modules et des volumes en conséquence et des aires de chasse, des aires de récolte qu'on va multiplier aussi. Donc il va falloir prévoir le budget, la place et puis penser à l'approvisionnement en végétaux. Donc il faut avoir du temps, premièrement pour aller récolter et préparer ces végétaux, et deuxièmement la possibilité physique de trouver ces végétaux, de préférence à proximité. N'hésitez pas à tous ceux qui ont la chance d'avoir un petit jardin, de planter direct, dès que vous pensez un jour maintenir des coupeuses de feuilles chez vous, planter quelques arbustes d'espèces intéressantes dans votre jardin. Alors quelques mètres de haies de Troène, c'est des plantes qui sont très bon marché en général, quelques pieds de framboisiers, des rosiers, des hortensias sont des plantes à croissance rapide en général. Si vous les avez dans votre jardin sous la main, ça vous permet facilement d'alimenter votre colonie. Ceux qui ont un petit potager, en général tout ce qui est légumes, feuilles à consommer, donc laitue, endives, roquettes, ainsi de suite, ça passe bien. Donc pareil, vos surplus, vos déchets du potager peuvent être aussi une bonne source d'alimentation, toujours si on est en bio évidemment, et strictement bio.
peuvent être aussi une très bonne source d'alimentation pour vos colonies. Donc là, ce sont des choses pour lesquelles il vaut mieux anticiper, surtout si on envisage un jour de maintenir chez soi une très grosse colonie. Et je sais bien que c'est le rêve de beaucoup d'éleveurs amateurs, c'est toujours avoir ce fantasme de méga colonie qu'on va élever, souvent dans sa chambre d'ailleurs. Bon, n'oubliez pas qu'une méga colonie de hata, ça n'a rien à voir avec... c'est pas au moins un gecko léopard ou même un petit terrarium à dendrobates. Au niveau du volume, au niveau des intrants que vous allez devoir apporter de manière régulière, on arrive très vite à quelque chose de colossal. Donc pensez-y, hein, parce que souvent on commence ça vers 16-17 ans et puis une fois qu'on part faire les études, c'est papa et maman qui doivent alimenter la colo pendant qu'on est aux études en semaine. Donc c'est des choses à réfléchir un peu à l'avance. Privilégiez les accros si vous êtes entre guillemets un éleveur amateur, un particulier. Bon, après, si vous êtes un fanatique qui, comme moi, vous avez la chance de disposer d'une pièce spécifique pour vos élevages, vous avez de l'espace, vous avez aussi évidemment le budget à consacrer à vos passions, parce que tous les passionnés savent que ça peut coûter. Si vous avez l'espace, alors oui, pourquoi pas envisager une colonie de hata chez vous, mais c'est toujours quelque chose à réfléchir et c'est pourquoi j'essaie de convaincre la majorité de mes clients, à commencer en particulier avec les Acromyrmex optospinosus, dont la taille, le développement fait qu'ils sont beaucoup plus adaptés à une maintenance chez un particulier. Je sais que les hata vous font tous fantasmer parce qu'il y a les gros majors, parce qu'il y a la reine, ainsi de suite. Alors la reine, oui, elle est très grosse, mais n'oubliez pas que vous n'allez la voir que pendant les premières semaines, voire les premiers mois de développement, parce que très vite, elle disparaît dans le champignon, et une fois qu'elle est enfermée dans le champignon, sauf coup de chance exceptionnel, vous ne la reverrez a priori plus jamais. Elle s'enferme définitivement dans le champignon, et la reine, on ne la voit qu'au départ. Après, les soldats, oui, effectivement, sont un peu plus gros que les Acromyrmex, mais les Acromyrmex malgré tout gardent un polymorphisme très très fort, et évidemment beaucoup plus fort que ce qu'on peut rencontrer chez nos espèces européennes et même chez la plupart des espèces exotiques, puisqu'on va avoir en tout, je pense que c'est 6 ou 7 formes d'ouvrières différentes chez les Acromyrmex. Alors on en a jusqu'à une douzaine chez les hata, mais 6 ou 7 formes d'ouvrières différentes pour des sœurs d'une même espèce, issues d'une même mère, c'est quand même déjà quelque chose que je trouve assez impressionnant. Évidemment, chaque taille, chaque caste va avoir sa fonction privilégiée, et les ouvrières les plus petites, donc les minima qui font de l'ordre de 2 mm, 2 mm et demi, on ne les verra presque exclusivement que sur le champignon. Vous ne verrez que très rarement une minima dans l'aire de récolte. Elles, leur travail va être principalement de travailler sur le champignon. Après, plus on va monter en taille, plus les ouvrières en fait vont s'éloigner loin du champignon pour finir avec les plus grosses, donc les majors ou fourrageuses, qui sont plus des grandes fourrageuses que des soldats chez les Acromyrmex. Donc elles vont être assez grandes, disposer de grandes pattes, ce qui leur permet de se déplacer facilement, de couvrir de grandes distances avec un beau chargement, et donc d'aller récolter à distance des morceaux de feuilles qu'elles vont ramener au nid. Et en général, elles ne vont faire quasiment que ça. La découpe de ces fragments de feuilles en plus petites parties va se faire à l'intérieur du nid par des ouvrières de plus en plus petites en fait, et plus ça se fragmente, plus ce sont des petites ouvrières qui vont s'occuper des fragments jusqu'au dernier stade où on est quasiment à de la culture microscopique, où les ouvrières vont mélanger les fragments de mycélium anciens avec cette bouillie de végétaux frais, un peu de déjection aussi qui est mélangée pour composter l'ensemble, pour fabriquer donc un nouveau substrat de culture aux champignons, et donc ces nouvelles crêtes typiques qui vont se développer sur le dessus de votre fungus, de votre champignon. Et là, quand votre champignon se développe bien, quand vous avez une bonne croissance, vous allez constater que sur le dessus du champignon, il y a toujours une partie des crêtes un petit peu plus sombres en fait. Ces crêtes plus sombres, c'est quoi? C'est tout simplement les parties du champignon qui ont été plus récemment alimentées en végétaux.
et donc elles vont avoir un côté plus grisâtre en général. Maintenant, ça dépend simplement des végétaux que vous allez donner. Si vous donnez beaucoup de pommes, par exemple, votre champignon aura plutôt une couleur jaunâtre. Pareil, si vous donnez un chou ou de l'endive, des légumes plutôt blancs, vous allez développer un champignon plutôt jaunâtre. Si à contrario vous donnez du chou rouge, vous pouvez très bien vous retrouver avec un champignon un peu rose rougeâtre sur les crêtes. Donc là, la couleur de la crête dépend vraiment des végétaux récoltés, mais en tout cas elle affiche clairement une couleur un peu différente de la masse du champignon. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire simplement que votre champignon pousse et se développe, donc c'est a priori plutôt bon signe. Quand la croissance ralentit, en général, votre champignon a tendance à blanchir et à devenir de plus en plus homogène. Donc on a des parties un peu plus brunes dans le bas et les parties blanches sur le tour. Si vous voyez que ça devient vraiment tout blanc, c'est vraiment que la croissance ralentit. Donc là, il y a un problème. Augmenter un peu l'hygrométrie ou la température, c'est souvent là que le bas blesse. Ou proposez-leur un panel de végétaux plus différents. Peut-être qu'elles veulent changer de menu parce que le végétal que vous proposiez jusque-là ne convient plus à leurs besoins du moment. Parce que les Acromyrmex, comme les autres coupeuses, vont sélectionner le végétal qu'elles découpent en fonction des besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple il fait un peu trop sec au niveau de la chambre de culture, elles vont privilégier de récolter des éléments qui contiennent un très fort taux en eau. Donc elles vont privilégier par exemple de récolter des fruits ou des fleurs. Les fruits et les fleurs contiennent en règle générale beaucoup plus d'eau que les feuilles. Par contre, si la chambre de culture est trop humide, elles pourront privilégier une nourriture plus sèche. Donc des feuilles qui sont déjà partiellement fanées, séchées, ou des flocons d'avoine, et dans certains cas des céréales. Elles aiment beaucoup des céréales, notamment tout ce qui est riz soufflé nature. Donc toutes les céréales de toute marque de ce type, elles aiment bien. Flocons d'avoine, ça fonctionne très bien aussi. Et les pâtes, donc les pâtes que l'on utilise pour notre alimentation, les petits gabarits, notamment les petites pâtes alphabet, sont assez ludiques à donner. Ça, c'est accepté assez facilement. Si la chambre de culture est suffisamment humide, elles vont récolter des pâtes sèches. Si au contraire elles ont besoin d'humidité pour la chambre de culture, vous pouvez leur proposer des pâtes qui ont été préalablement humidifiées. Vous les laissez tremper un petit peu simplement et les pâtes vont être acceptées. Donc le fait de disposer de pâtes et de flocons d'avoine à disposition, c'est aussi toujours une petite roue de secours pour le jour où on n'a pas le temps d'aller chercher des végétaux ou si jamais les conditions sont exécrables. Donc essayez toujours d'avoir l'un ou l'autre chou bio dans le frigo, un peu de flocons d'avoine, un peu de céréales, ça peut vous aider pour le jour où vous ne savez pas vous déplacer ou récolter des végétaux. Notamment en hiver, les jours de neige, ça arrive. Parfois, on peut se retrouver avec une semaine, 2 semaines de neige. Et pendant cette période-là, ça peut être très compliqué de trouver des végétaux en suffisance. Donc là, n'oubliez pas, vous avez un organisme chez vous qui consomme des végétaux de manière tout à fait régulière. Essayez de toujours anticiper un peu là-dessus et de prévoir quelques végétaux à la maison. Ça peut vous sauver la mise aussi au niveau de la colonie. Ensuite, pour augmenter la durée de vie de ces végétaux, moi je les donne ici sous forme de petites gamelles en végétaux broyés. Je vous l'ai dit, c'est une solution de facilité. Chez vous, à partir du moment où vous avez une aire de récolte comme celle que je propose sur mon site, vous pouvez très bien leur proposer les végétaux dans un vase ouvert. Donc là, on va mettre simplement un vase avec une réserve d'eau et les végétaux comme si on présentait un bouquet de fleurs. Et les fourmis pourront alors grimper sur le vase, couper tranquillement les fleurs, les feuilles. Et l'avantage quand on procède comme ça, c'est évidemment d'avoir une plus grande autonomie. Donc votre bouquet de végétaux, s'il est assez imposant, peut tenir une bonne semaine avant d'être renouvelé. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas surveiller pendant une semaine. Le risque quand on travaille comme ça, c'est qu'on ait un pont qui se forme. Donc les coupeuses de feuilles, comme leur nom l'indique, sont d'excellentes coupeuses et à leur échelle vont travailler un peu comme des bûcherons. Donc si votre bouquet de végétation est plus haut que l'aire de chasse
et que l'une d'entre elles viendrait à couper une brindille, donc abattre une branche qui s'abat sur le rebord, elles peuvent très rapidement créer un pont qui permet d'accéder à l'extérieur de l'aire de récolte. Et là, ce sont des fourmis qui vont très vite explorer de grandes distances et qui vont très vite recruter beaucoup de monde. Donc en quelques heures, vous pouvez vous retrouver avec une colonne de fourmis qui part de votre chambre, qui sort par la fenêtre, qui va dans le jardin de la voisine et qui revient en colonne avec les roses rouges de la voisine. C'est du vécu. Bon, voilà, faites attention à vous. C'est des choses qui peuvent arriver. À la moindre évasion, ça peut vite être très spectaculaire. Donc, je ne sais pas si votre voisine acceptera facilement le fait de voir son massif de rosiers partir gentiment en colonne organisée jusque dans votre chambre. Enfin, ça, vous vous arrangerez avec elle, mais faites attention, ça arrive très vite, surtout à la belle saison. Elles sont excessivement efficaces pour ce qui est de l'exploration du territoire à grande distance. Quand je dis à grande distance, c'est évidemment à l'échelle des fourmis. Donc si la plupart des fourmis vont agir à quelques mètres de leur fourmilière, il faut savoir que les coupeuses de feuilles, Acromyrmex et Atta, peuvent rayonner largement à plus de 100 mètres, 100 à 150 mètres parfois de leur fourmilière. Donc c'est vraiment une distance qui est énorme pour des fourmis. Ça veut dire aussi qu'elles peuvent piller plusieurs jardins aux alentours avant de revenir ramener tout ça chez vous. Donc faites gaffe, soyez bien méticuleux au niveau de votre installation. Donc, toujours une bonne barrière d'huile de paraffine. Si vous travaillez avec des bouquets de végétation plus haut que l'aire de chasse, une bonne solution c'est d'engrillager ou de mettre un petit fil de fer autour de votre bouquet, simplement pour éviter qu'il ne s'ouvre en étant découpé et qu'il ne vienne retomber sur les rebords. Donc soyez prudents de ce côté-là, parce que quand on a quelques dizaines d'ouvrières, c'est pas très grave. Quand on a une énorme colonie, on arrive vite à la catastrophe. Voilà, donc sur ce, je vais vous montrer quelques plans, justement, les dispositions avec les végétaux dans ces bouquets, et on revient tout de suite après ça. Voilà, l'aire de récolte qui est ici, voilà, si on doit l'alimenter, on peut évidemment mettre les végétaux tels quels dedans, donc mettre quelques feuilles dedans, ou comme je vous le disais à l'instant, on peut disposer un bouquet dans un vase ici, ce qui est très intéressant puisqu'alors on a une certaine autonomie au niveau des végétaux. Le risque, c'est évidemment qu'elles ne viennent couper une branche, qui se mettent comme ceci et qui viennent faire un pont vers l'extérieur. Donc pour éviter ça, vous pouvez éventuellement fixer votre bouquet ensemble avec un petit fil métallique par exemple. Si vous utilisez un autre fil que du fil métallique, elles vont très rapidement le ronger, ou alors on peut éventuellement leur bricoler un petit grillage comme ceci dans lequel on va pouvoir mettre une belle masse de végétation et les fourmis pourront sans aucun problème passer à travers, couper les végétaux, et là on sait que même si on n'est pas là pendant la journée, on ne va pas avoir de végétaux qui tombent et qui viennent former un petit pont qui inviterait vos fourmis à explorer votre jardin et les jardins voisins si c'est la belle saison, ou l'ensemble de votre maison ou de votre appartement si les fenêtres sont fermées et que nous sommes en hiver. Donc ça c'est un point qu'il faudra toujours surveiller. Une fois que vous avez une plus grosse colonie, que vous voulez offrir des végétaux comme ceci, donc n'oubliez pas de faire attention à ce que ça ne fasse pas un pont improvisé qui offrirait une voie de sortie inévitable pour votre colonie. Voilà, on va essayer de faire quelques gros plans vite fait sur les boîtes d'élevage. Donc ici, attention parce que je vais devoir refermer assez rapidement, il y a du monde quand même. C'est des petites boîtes de 250 ml. Voilà. Vous voyez déjà pas mal de monde, on voit les larves ici. Ah, je vais pas tarder parce que ça me mord déjà pas mal. Alors on referme gentiment. Les accros sont aussi un peu plus paisibles que les Atta, parce qu'une Atta, là, une colonie de la même taille, vous faites pas ça, hein. Elle vous bouffe la main directement. Et voilà, je sais pas si tu arrives à zoomer là-dessus. Voilà. Les accros ça pique pas, mais les coupeuses sont pas capables de vous piquer. Par contre, dès que vous les agressez, vous les embêtez, elles vont essayer de vous mordre en fait. Donc assez rapidement, elles vont avoir tendance à vouloir mordre.
Voilà, là elle est partie. Je sais pas si tu arrives à pointer dessus. Et si vous la laissez faire, elles peuvent assez rapidement entailler la peau quand même. Surtout les Hata, un major en une morsure, il peut vous pincer au sang très facilement. Donc là encore, c'est quelque chose à réfléchir si vous avez des Hata. Il ne faudrait pas qu'un enfant mette la main là-dedans trop facilement. J'ai une deuxième petite boîte qu'on va ouvrir, on va essayer de faire encore un plan ou deux. Mais ça va aller vite. Attention, hop là, voilà. Encore ce très beau petit champignon, c'est une belle petite meule. Oui. Donc ça c'est typiquement les petites boîtes que j'utilise pour la fondation. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de condensation sur le côté. C'est des petites boîtes de 250 ml avec une petite semelle en pierre reconstituée que je fais directement dedans. Et ce qui me permet d'avoir un petit volume pour démarrer les colonies et d'avoir une boîte qui peut, une fois que j'ai refermé, j'ai réduit le volume un peu à l'intérieur, qui peut être envoyé aussi pour expédier les colonies, même si je ne le répéterai jamais assez pour l'achat des colonies. Quand vous savez, quand c'est possible, privilégiez toujours un enlèvement sur place, même s'il y a un peu de route ou autre, que vous ne savez pas le faire tout de suite, qu'il faut réserver à l'avance. Prenez le temps de vous organiser, mais les colonies, je peux les envoyer, j'en envoie régulièrement, mais inévitablement, une colonie qui transitera par colis va souffrir, le champignon va diminuer pendant le trajet et vous allez avoir une période de réhabilitation avant de commencer vraiment la découpe. Si vous venez prendre une colonie sur place, vous la ramenez chez vous, vous la mettez dans son setup, elle coupe le soir même ou le lendemain. Par contre, quand ça passe par colis, il faut d'abord une phase de réhabilitation qui prend parfois 1 à 2 semaines avant de vraiment avoir une activité qui reprend. Donc les colonies, même si elles survivent, souffrent énormément du transport. Privilégiez toujours les enlèvements sur place ou alors éventuellement les salons, parce qu'ici on va recommencer les salons. On sera notamment le 8 mai dans la région de Liège, à l'est de la Belgique. Après, selon les dates qui vont se présenter, on ira probablement aussi à Houten, aux Pays-Bas. Peut-être l'un ou l'autre salon en France. On va voir ce qui se programme dans le nord de la France. C'est des dates intéressantes. Mais privilégiez toujours un enlèvement et une remise en main propre, parce que les colonies vont inévitablement souffrir des envois. Maintenant, on est à la belle période pour les envois, il fait ni trop chaud ni trop froid, je prends un maximum de précautions, donc les colonies survivent à l'envoi. Mais je vous dis, il y a toujours cette phase de réhabilitation, on va dire de 1 à 2 semaines, pour se remettre un peu du voyage en fait, tout simplement. Donc voilà pour ces quelques gros plans. Voilà, écoutez, je pense que j'ai un peu tout dit. La vidéo va à mon avis être un peu plus longue que ce que je pensais au début. Bon, c'est pas grave, quand on aime on compte pas, il paraît. Et j'espère que je vous aurai apporté du coup pas mal d'informations au sujet des coupeuses, Hata et Acromyrmex. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Surtout n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait plaisir, ça nous aide, ça nous motive à faire d'autres vidéos et puis ça nous permettra aussi, parce que YouTube fonctionne comme ça, au fur et à mesure de libérer d'autres options et de pouvoir vous proposer d'autres formats ou des lives ou des choses comme ça. Allez, merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!